À partir de 1941, l'administration allemande a déployé sur le territoire occupé un ensemble de mesures destinées à éliminer des populations entières, considérées comme dispensables par la direction de la SS. Dans ce cadre, un réseau de lieux opérés depuis Lublin fut planifié, où des équipes allemandes et des groupes auxiliaires entraînés à Troniki commencèrent à exécuter des ordres liés à la déportation et à l'élimination des communautés juives du gouvernement général. À partir du printemps de 1942, le mouvement de trains augmenta sur toutes les routes qui reliaient les ghettos et les villes aux installations créées pour traiter l'arrivée de milliers de personnes chaque jour. Entre 1942 et 1943, plus d'1 million de déportés sont entrés dans le circuit qui avait pour centres principaux Belzec, Sobibor et Treblinka, suivant les directives transmises par la structure policière et administrative responsable de la région. Les rapports élaborés durant ces mois ont enregistré le flux des transports et la rapidité avec laquelle ces ordres furent exécutés, attestant de l'objectif de vider des districts entiers. Avec ce scénario consolidé, quel rôle Treblinka a-t-il occupé au sein de cette opération conçue pour faire disparaître des populations entières ? La naissance du camp pénal au cœur de la forêt. Treblinka a commencé dans un endroit isolé au nord-est de Varsovie, dans une zone de sable et de forêt où il n'y avait presque pas de village. Les sources décrivent un terrain avec des dunes, des marécages et des sentiers étroits qui rendaient difficile le passage des véhicules. Près de la petite gare de Treblinka, à côté de la ligne secondaire vers Siedlce, il y avait un embranchement qui menait à une vieille carrière où l'on extrayait du sable clair pour des travaux industriels. Dans les mois précédant l'invasion allemande de l'Union soviétique, les autorités du Reich se sont appropriées cette carrière et le matériau extrait a été destiné à des ouvrages défensifs et à d'autres constructions liées à l'armée. Lorsque les troupes ont quitté les lieux, le Kreishauptmann de Sokołów-Podlaski, Ernst Grams, a encouragé la création d'une compagnie dédiée à produire des matériaux de construction, ce qui a immédiatement généré le besoin de disposer de travailleurs soumis à une discipline stricte et à faible coût. C'est ainsi qu'est née l'idée d'établir un camp de travaux forcés avec l'aval de Ludwig Fischer, responsable civil du district de Varsovie. Dans sa première étape, cette enceinte fut conçue pour détenir des personnes considérées comme problématiques par les autorités allemandes, allant des agriculteurs qui ne livraient pas les quotas obligatoires aux individus accusés d'actions contraires au régime. Le nombre de détenus était réduit au début, et ceux-ci vivaient dans les anciennes constructions de la carrière. Le camp dépendait de l'administration du district, mais à la fin de 1941, un avis officiel fut publié indiquant qu'il passait sous l'autorité du chef de la SS et de la police de Varsovie. Le commandement revint au SS Hauptsturmführer Theodor van Eupen, originaire de Düsseldorf, qui avait auparavant servi dans des bureaux d'approvisionnement militaire. L'équipe permanente du camp était composée d'une vingtaine de membres de la SS et d'un groupe de gardes ukrainiens formé à Travniki. Un de ces gardes, Alexei Kolgushkin, a laissé un témoignage dans lequel il détaillait la structure de l'enceinte. Il décrivit une entrée surveillée par une barrière et une tour de guet, ainsi qu'une zone interne où se trouvait la population détenue, isolée par 2 clôtures de fil de fer, avec un couloir intermédiaire de terre labourée qui permettait de détecter toute tentative de franchissement. Il affirma que l'ensemble était également entouré d'une clôture extérieure et qu'à l'intérieur étaient répartis des entrepôts, des écuries et différents baraquements, certains attribués au personnel allemand et d'autres utilisés comme logement des gardes. La section destinée aux détenus se divisait en 3 parties différenciées, une pour les artisans juifs, une autre pour les travailleurs envoyés à des tâches lourdes et une 3e pour les internés polonais utilisés dans des fonctions auxiliaires. Kolgushkin ajouta que les gardes étaient organisés en compagnie et se relayaient pour surveiller tant le camp que les déplacements vers les lieux de travail, qui incluaient la forêt et la gare de Małkinia. L'évolution du camp pénal fut étroitement liée à la naissance du complexe d'extermination proche. La force de travail provenant de Treblinka participa à la construction du futur centre de mort, comme le signala Jan Soukowski, un maçon polonais envoyé là-bas en mai 1942 pour éviter le service obligatoire. Il demeura sur place pendant plusieurs mois et déclara avoir été témoin d'actes de violence extrême commis par les gardes contre les Juifs qui commençaient à arriver.
Il raconta que, pendant des tâches de déracinement d'arbres, les surveillants obligeaient plusieurs prisonniers à se placer sous des troncs qui tombaient, causant la mort de plusieurs d'entre eux, et il relata que les attaques se produisaient également à l'intérieur des baraquements, où les SS faisaient irruption et tiraient sans avertissement. Une visite isolée au camp, réalisée par le prisonnier Richard Glazar, permit d'enregistrer une impression supplémentaire de l'environnement. Il fut transféré là-bas temporairement depuis le complexe d'extermination pour ramasser du sable et des pierres, et décrivit l'enceinte comme un camp de concentration conventionnel, avec une apparence organisée et des fonctions de travail ostensibles. Il signala que son existence servait indirectement à dissimuler le caractère de l'autre campement proche, étant donné que la présence d'un camp de travail fournissait une apparence de normalité administrative dans la zone. Le récit d'Israël Simlik, un juif polonais déporté en août 1942, ajoute plus de détails sur l'arrivée de nouveaux groupes. Son transport avança lentement et en passant près de la gare de Treblinka, les déportés purent voir d'énormes tas de vêtements, des groupes de personnes nues obligées de courir autour et une fumée intense sortant de tranchées profondes. Lorsque son wagon fut séparé du reste, il fut conduit vers le camp pénal. Là, il observa un panneau portant la dénomination de l'enceinte, une double clôture et des tours au coin. Les nouveaux arrivants durent remettre argent et objets personnels sous la menace, reçurent des rations minimales et furent logés dans des baraquements avec 2 niveaux de lits superposés en bois. Simlich se souvint que la majorité des occupants dans la section où il dormait étaient des juifs allemands et tchèques, et que la fatigue du voyage s'ajoutait à l'impact d'avoir vu des scènes d'une violence extrême à quelques kilomètres de distance. Un autre témoignage provient de Saul Cooperhand, qui décrivit les lits superposés étroits et l'absence de tout confort de base. Selon lui, la promiscuité était habituelle, et les prisonniers dormaient sur des structures de bois sans matelas ni paille. Le camp maintenait une population d'entre 1000 et 1200 internés, obligés de travailler dans des conditions profondément dures. Entre 800 et 900 détenus étaient envoyés chaque jour à l'aube à la carrière, où ils creusaient, chargeaient du sable ou remplissaient des wagons. D'autres étaient déplacés à la gare de Maukinia pour des travaux similaires. Un groupe séparé, formé de femmes, réalisait des travaux agricoles dans une ferme associée au camp, tandis qu'environ 250 artisans juifs travaillaient dans des ateliers internes. Pendant toutes ces tâches, les gardes exerçaient une violence constante qui incluait des passages à tabac, des tortures et des exécutions pour des motifs triviaux. Le seul répit arrivait à midi, lorsqu'une brève pause était faite avant de reprendre les labeurs jusqu'à la nuit. Les rations quotidiennes consistaient en une petite quantité de soupe claire ou de boissons de substitution le matin, 1 litre de la même soupe à midi et davantage de boissons sans sucre à la fin de la journée, accompagnées uniquement d'une portion réduite de pain noir. Avec une alimentation si pauvre, les maladies se multipliaient et des foyers épidémiques surgissaient, provoquant de nombreux décès. Les détenus décrivirent que la faiblesse physique était généralisée et que beaucoup ne survivaient pas aux semaines de travail forcé. Le texte de base conserve aussi un décompte précis du personnel qui exerçait le commandement. Simlich mentionna que le responsable supérieur était un Hauptsturmführer dont le bureau était à Ostrov Mazowiecki, bien qu'il traitât rarement directement avec les détenus. Le chef opérationnel dans le camp était un Untersturmführer caractérisé par sa tendance à tirer sans avertissement et à ordonner des massacres avec des armes automatiques. Un autre commandement, également de bas rang, supervisait la force de travail et était reconnu pour sa mémoire et pour s'entourer d'informateurs juifs. Le responsable des gardes portait un fouet avec lequel il frappait tant les internés que les subordonnés, et on se souvenait de lui pour ses cris constants pour accélérer le rythme de travail. D'autres membres du personnel incluaient des superviseurs d'atelier, des responsables d'étable et un garde de Maukinia signalé pour son extrême brutalité, auquel on attribuait de nombreux décès chaque jour. Treblinka 2, le projet secret du complexe mortel. L'endroit destiné à ériger Treblinka 2 se trouvait dans le secteur nord-oriental du gouvernement général, près du carrefour ferroviaire de Maukinia-Gorna, où convergeaient des trains venant de Varsovie et de Białystok. Le terrain choisi était situé à environ 4 km au nord-ouest du petit hameau de Treblinka et à une courte distance de son arrêt ferroviaire. C'était un site dégagé, dominé par du sable meuble et des taches irrégulières d'arbres, avec une section boisée qui séparait le futur complexe du village de Wałka Okrąglik,
situé à un peu plus d'1 kilomètre de la zone où seraient installées les chambres à gaz et les fosses destinées au corps. Durant les mois précédant la construction, le chef de gare polonais à Treblinka, Franciszek Ząbecki, membre de la résistance de l'Armia Krajowa, tenait un registre continu des mouvements de trains militaires. Il se rappela qu'en mai de 1942 apparurent plusieurs membres des SS, accompagnés par un homme identifié comme Ernst Graus, connu parmi les cheminots allemands comme le principal topographe au service du quartier général allemand. Ce même jour, ils inspectèrent la zone et à l'aube suivante commencèrent à arriver des groupes d'hommes juifs en âge de travailler. Près d'une centaine furent obligés de déblayer le terrain, tandis que les premiers gardes ukrainiens se joignaient à eux. Parmi les Polonais circulaient de multiples versions sur ce qu'on prétendait y construire. Un camp de travail, un centre pour des projets militaires, une zone de contrôle ou même un laboratoire secret. Certains cheminots commentèrent que l'objectif réel était un centre d'extermination, mais presque personne ne donna crédit à cette possibilité à ce moment-là, sauf Ząbecki. La construction du nouveau camp commença au début d'avril de 1942 et représenta le troisième et dernier complexe créé dans le cadre de l'action Reinhardt. Sa conception suivait des standards similaires à ceux utilisés à Bełżec et Sobibor, mais avec une échelle plus grande. Plusieurs entreprises allemandes obtinrent les contrats principaux, la compagnie Robert Schönbrunn, basée à Varsovie, et les entreprises Hans Schmidt et Heinrich Münstermann, également établies dans la capitale. Ces mêmes entreprises avaient participé à la construction du mur du ghetto de Varsovie, à des travaux à l'intérieur du camp pénal de Treblinka-Pole et à l'édification de baraquements pour le camp de travail juif de Poniatowa. La main-d'œuvre provenait du ghetto de Varsovie, des villages voisins et de Treblinka-Heim lui-même. Israël Simlich déclara que ceux qui étaient envoyés y travailler ignoraient complètement le but de l'ouvrage et que le groupe était connu sous le nom de T-Group. Le prisonnier Lucian Puchawa, envoyé depuis le camp pénal, a raconté qu'une des tâches initiales consistait à construire une voie secondaire qui se connecterait à la ligne principale. Ils mirent 2 semaines et le 15 juin de 1942, l'embranchement fut prêt. Pendant ce temps, on avançait avec des excavations profondes et l'érection de baraquements sous la supervision d'un SS Hauptsturmführer. Les premiers travailleurs étaient des Polonais du camp pénal, et chaque jour ils étaient mobilisés pour creuser des fossés et ériger des structures. Puchawa raconta que les SS et les gardes ukrainiens en tuaient des dizaines chaque jour et que depuis sa position, il pouvait voir le camp couvert de corps. Il indiqua de plus que l'un des bâtiments construits en briques et en béton contenait des compartiments qui plus tard seraient reconnus comme des chambres à gaz. Un autre travailleur, Jan Suchowski, était également présent durant cette phase et put observer une structure avec une porte hermétique en métal recouverte de caoutchouc, sécurisée par un système de boulons. Les SS disaient que ce bâtiment était un bain, mais le témoignage de Suchowski indiqua qu'il s'agissait d'une chambre à gaz. Il mentionna que dans l'un des compartiments était installé un moteur d'où sortaient 3 tubes de fer qui traversaient le plafond pour distribuer le gaz. Un spécialiste envoyé de Berlin posa les carreaux intérieurs et commenta qu'il avait déjà travaillé dans des installations de ce type dans d'autres endroits, ce qui confirma la fonction du bâtiment. Shmuel Goldberg, également de Stoczek, confirma qu'en arrivant, ils obligeaient les détenus à des travaux divers, du revêtement de toits en paille au lavage de vêtements. Il dit que ceux qui refusaient de collaborer étaient exécutés sur le champ, comme ce fut le cas de 2 de ses compagnons le premier jour. L'ouvrage était dirigé par le SS Hauptsturmführer Richard Tomala, appartenant au bureau des constructions de la Waffen-SS et de la police à Zamość, sous le commandement d'Odilo Globoknik. Tomala avait déjà supervisé des étapes de construction à Sobibor et avait également participé aux travaux de la ligne Otto. Il resta à Treblinka entre 4 et 8 semaines, coordonnant chaque phase de la construction, jusqu'à ce qu'il fût remplacé par le docteur Irmfried Eberl, qui prit le contrôle du complexe lorsque les installations furent prêtes pour leur fonction finale. Le plan du camp formait un rectangle irrégulier d'environ 400 mètres de large sur 600 de long, entouré d'une clôture de fils de fer barbelés de 3 à 4 mètres de hauteur, camouflée avec des branches. En 1943 fut ajouté un anneau extérieur d'obstacles anti-chars de type chevaux de frise, livré par l'armée après la défaite de Stalingrad. À chaque coin existait une tour de guet d'environ 8 mètres, équipée dans certains cas de projecteurs et toujours surveillée par des gardes ukrainiens entraînés à Trauniki.
Une tour additionnelle fut installée au bord sud et plus tard déplacée vers le centre de la zone d'extermination. L'enceinte se divisait en 3 secteurs presque égaux. Le premier correspondait à la zone résidentielle des SS et des gardes ukrainiens, le deuxième servait de zone de réception des trains et le troisième constituait le noyau d'extermination. Les 2 premiers formaient ce qu'on appelait le camp inférieur, ou camp 1, tandis que le troisième était le camp supérieur, ou camp 2. L'entrée principale se trouvait à l'extrémité nord-ouest et fut construite au printemps de 1943 par le prisonnier Jankiel Wiernik. Elle consistait en 2 piliers de bois avec des ornements métalliques en forme de fleurs et un petit toit soutenu par eux, éclairé par des projecteurs pendant la nuit. Au-dessus fut installé un emblème de fer avec un globe et les runes des SS élaborées par le forgeron Herschel Jablkowski. À l'entrée se trouvait un panneau qui disait « Sonderkommando Treblinka », avec la guérite de garde et un parking pour un véhicule blindé utilisé pour transporter des objets de valeur vers Lublin. Le long du périmètre occidental étaient alignés les baraquements du personnel des SS, une infirmerie, un cabinet dentaire, un barbier et des dépendances pour le personnel domestique polonais et ukrainien. Derrière la zone de service existait un baraquement pour les Goldjuden, responsables de classer l'or et les objets de valeur. Au printemps de 1943 fut construite une armurerie entre 2 baraquements, décrite par Samuel Willenberg comme une structure petite, avec un toit incliné et une porte métallique lourde. Plus au sud, sur la route interne du camp, se trouvait un dépôt d'essence et un garage pour la réparation de véhicules, orné de parterres et d'une zone pavée, avec un panneau peint qui simulait une zone de déchargement de marchandises. Au bord nord de l'enceinte se trouvaient les baraquements des gardes ukrainiens, composés de plusieurs édifices avec des dortoirs, une cuisine, un barbier, une salle de jour et une consultation médicale. Près de là fut installé un petit zoo hexagonal entouré de grillages, construit également par Wiernik, où étaient gardés des renards et des cerfs. À la suite se trouvait le Wohnlager, un espace clôturé qui contenait les baraquements du dit ghetto, une latrine, un puits et la cour d'appel, avec 3 baraquements en forme de U, où travaillaient et vivaient les prisonniers juifs. C'est là que se réalisaient les châtiments et où fut érigé un patibulum. Dans ce secteur se trouvaient également les ateliers de menuiserie, de forge, de cordonnerie, de tailleur, des entrepôts, une cuisine pour les prisonniers, la blanchisserie pour les SS, l'infirmerie des détenus, les baraquements des femmes et d'autres installations nécessaires pour maintenir la force de travail. La zone de réception occupait la partie sud-ouest et comprenait la voie ferrée d'environ 300 mètres et une plateforme de 200 mètres connue comme la rampe. Un portail de bois couvert de branches signalait l'entrée ferroviaire, fermée par un remblai de sable. Après la rampe, s'ouvrait une vaste place par laquelle passaient les nouveaux arrivants vers la zone de déshabillage, qui comprenait des baraquements séparés pour les femmes et les hommes, en plus d'un entrepôt. Vers la limite méridionale s'étendait la cour de classification, où l'on organisait les vêtements et les bagages. Derrière se trouvaient des fossés utilisés dans les premières phases du camp pour incinérer des corps de personnes décédées pendant le trajet et des résidus des transports. L'édifice connu comme Pferdstall fonctionnait comme dépôt général de biens, tandis que près de la limite sud se situait le lazaret, entouré d'une clôture camouflée. Cet espace contenait une fosse, un petit abri pour le personnel et un drapeau de la Croix-Rouge placé sur la guérite. 3 prisonniers assignés à cette zone portèrent des brassards avec le symbole sanitaire, et le capot portait une blouse blanche pour simuler un poste médical. Le passage vers le camp 2 était un sentier appelé Himmelfahrtstrasse ou tube, d'environ 350 mètres, clôturé de fils barbelés couverts de branches et signalé par un panneau qui disait « Au bain ». Le chemin tournait à angle droit et se terminait face aux escaliers qui menaient au couloir central du bâtiment des chambres à gaz. Les 3 premières chambres se trouvaient à l'intérieur d'un bloc de briques avec des fondations en béton, chacune de 4 mètres par 4 et d'une hauteur approximative de 2 mètres 6 dixièmes. Elles avaient des portes hermétiques de fer depuis le couloir intérieur et des sorties de bois renforcées vers l'extérieur, avec des rampes de béton de 70 à 80 cm de hauteur. En haut, il y avait un petit soupirail scellé, et la machinerie se trouvait dans un compartiment arrière qui logeait le moteur russe responsable d'envoyer les gaz à l'intérieur par des tuyauteries connectées à des pommeaux qui simulèrent des douches.
Un générateur fournissait l'électricité aussi bien au camp 1 qu'au camp 2. Jankiel Wiernik détailla que le bâtiment était flanqué d'un couloir surélevé de bois et d'une plateforme par laquelle les corps étaient extraits. Le témoignage d'Abraham Krzepicki confirma que les parois étaient couvertes de carreaux et que le plafond soutenait un réseau métallique avec des tuyauteries visibles par-dessus. Eliahu Rosenberg, fossoyeur dans le camp 2, décrivit l'intérieur comme un espace revêtu de carreaux rouges et avec des tuyauteries par lesquelles étaient introduits les gaz, avec une capacité pour des centaines de personnes par pièce, poussée jusqu'à la limite physique de l'espace disponible. Le maître constructeur Erwin Lambert, envoyé du programme T4, raconta qu'il fut assigné aux travaux sous le commandement de Tomala et que pendant cette période, les assassinats n'étaient pas encore réalisés. Ce fut après, avec l'arrivée d'Eberl, que l'installation fut prête pour commencer ses opérations létales finales. Le mandat inefficace d'Eberl et le débordement des premiers mois. Quand l'ouvrage à Treblinka fut pratiquement terminé, l'officier autrichien Irmfried Eberl arriva sur place, qui assuma la direction de l'enceinte. Avant d'occuper ce poste, il avait travaillé comme médecin dans les centres de l'opération T4 à Brandebourg et Bernburg, où, selon le récit d'une infirmière du programme, Pauline Kneissler, il apprit dans l'installation de Grafneck, dans la région de Württemberg, l'usage du monoxyde de carbone pour tuer des groupes de personnes. Après son passage dans ces lieux, en avril de 1942, il passa une courte période à Sobibor, puis plusieurs semaines à Varsovie, s'occupant de formalités liées au nouveau camp, parmi lesquelles la commande de matériaux nécessaires pour conclure l'ouvrage. Depuis Varsovie, il envoya une communication à Heinz Auerswald, commissaire du district juif, l'informant que le lieu serait prêt à commencer ses activités le 11 juillet de 1942. Dans les jours suivants, tandis qu'il avançait dans les démarches dans la capitale, il maintint une correspondance continue avec son épouse, la doctoresse Ruth Eberl. Dans une de ses lettres, il commenta que l'activité autour du camp était frénétique, que la date du 1er juillet ne pourrait pas être respectée en raison de problèmes mécaniques, d'accidents et de retards avec la documentation, et qu'il espérait être transféré à sa nouvelle adresse très prochainement. Il expliqua aussi qu'il devait s'enregistrer officiellement avec son grade et comme responsable du nouveau camp. En arrivant finalement à l'enceinte, il raconta à son épouse que la vitesse avec laquelle on y travaillait le laissait sans repos, réduisant son sommeil à peine 3 ou 4 heures, affecté par la présence de poux et de puces, et qu'il pensait parfois à sa maison à Berlin. Cependant, il semblait difficile de concevoir qu'à des dates si précoces il existât des chambres opérationnelles, car le lieu continuait d'être en construction. Un prisonnier, Oskar Strawczynski, raconta que son compagnon de métier, Herschel Jaboukowski, était arrivé le 18 juin de 1942, participant à l'excavation de la première fosse commune. Il expliqua qu'avant le premier transport massif, la zone fut divisée en 2 secteurs, et que lui-même, en tant qu'artisan, fut envoyé au premier secteur. Il indiqua de plus que, pour ce moment, les installations essentielles du complexe étaient déjà habilitées, sans détailler leur montage, et que le lieu avançait rapidement vers la fonction qu'il remplirait peu après. Le 22 juillet de 1942, Zambeki reçut un télégramme ordonnant de mettre en marche un système de navettes entre Varsovie et Treblinka. Chaque train devait se composer de 60 wagons fermés, remorqués après leur déchargement en retour vers Varsovie. Le jour suivant, arriva le convoi qui, selon lui, inaugurait officiellement la phase massive des déportations. Ce transport avançait avec des tirs fréquents des gardes postés sur les plateformes latérales et les toits. Les fentes étaient sécurisées avec du fil barbelé et les occupants pouvaient à peine respirer. Il calcula entre 8 000 et 10 000 personnes dans ce train. À cette étape, les responsables du transfert depuis le ghetto de Varsovie étaient Hermann Höfle, représentant de l'action Reinhardt à Lublin, et 2 collaborateurs, Georg Michalsen et Hermann Worthoff, qui restèrent dans la ville pour organiser la sortie des convois. Jusqu'au 21 septembre de 1942, environ 254 000 personnes avaient été envoyées à Treblinka depuis Varsovie et environ 112 000 depuis d'autres points du district. Au début d'août, Zambeki fut témoin d'un événement survenu à la gare. Un partisan polonais nommé Treszczynski remit une grenade à un jeune juif à l'intérieur d'un des wagons, lui indiquant de la lancer vers les gardes. L'explosif blessa gravement un Travnikiman. La réponse allemande fut immédiate et plusieurs juifs furent assassinés sur le champ. Des jours après,
À l'arrivée de déportés de Kielce, Oskar Berge fut témoin de montagnes de corps dans la zone de déchargement. Il se rappela des gardes allemands et ukrainiens tirant depuis les toits et les plateformes, piégeant le nouveau venu au milieu des cris et de la confusion. Des survivants comme Jankiel Wiernik assurèrent également que Kurt Franz, un des officiers les plus craints du complexe, participa à des rafles à l'intérieur de Varsovie avant que les victimes ne soient envoyées au camp. Le témoignage d'Abraham Krzepicki, enregistré peu après son évasion, s'avéra crucial pour comprendre ses premiers jours. Il décrivit l'entrée du train par une porte séparée, surveillée par un Ukrainien, et la fermeture immédiate après son passage. Il détailla des panneaux sur lesquels il était dit en grandes lettres « Juifs de Varsovie, attention », accompagnés d'instructions qui affirmaient que c'était un camp de travail, qu'ils devaient remettre leurs vêtements pour la désinfection et que les affaires seraient rendues. Il raconta aussi la sélection immédiate des jeunes hommes et la vision d'une zone couverte par des milliers de cadavres qui, selon lui, étaient morts asphyxiés dans les wagons. Il expliqua comment des groupes de détenus transportèrent les corps vers des fosses énormes où ils étaient jetés en rangée tandis que d'autres versaient des substances chimiques. Krzepicki signala que, la nuit, arrivaient de nouveaux trains remplis seulement de morts, spécialement depuis Miedzirek. Parallèlement, l'organisation interne tenta d'établir des routines, comptage quotidien, quart de repas obtenus des ballots abandonnés par les nouveaux arrivants et des dispositions sur les travaux assignés. Avec le temps, quand la pelle mécanique cessa de fonctionner, on commença à brûler des cadavres dans des tranchées ouvertes en utilisant des matériaux ramassés dans les bagages pour alimenter le feu. À la fin d'août, le chaos dans le camp augmenta. Les témoignages de plusieurs SS comme Joseph Oberhauser, Willy Mentz et Franz Suchomel coïncident sur le fait que la direction d'Eberl avait provoqué un effondrement total. Ils mentionnèrent des trains attendant pendant des jours sans être déchargés, des tas de cadavres partout dans l'enceinte, des températures extrêmes qui accéléraient la décomposition et des gazéifications incapables de suivre le rythme des arrivées. On parlait d'ordres excessifs de convois et d'une situation qui débordait la capacité de tout le complexe. Au milieu de cet effondrement, de hauts commandements de l'action Reinhardt, parmi eux Odilo Globoknik et Christian Wirth, visitèrent le camp. Après avoir observé la situation, ils décidèrent d'écarter Eberl et de freiner temporairement les transports. La direction serait restructurée peu après. Le contrôle de Stangl et la reconstruction du système. Quand la situation à Treblinka atteignit un point impossible à soutenir, de hauts commandements de l'action Reinhardt décidèrent de faire un changement urgent. Après l'inspection de l'enceinte et la constatation de l'effondrement organisationnel généré sous la direction précédente, Franz Stangl, un officier avec de l'expérience dans d'autres centres du programme, fut envoyé pour assumer la direction et mettre en marche une réorganisation complète du complexe. Son arrivée représenta une transition claire vers une phase marquée par un contrôle plus strict, des ajustements opérationnels et une intention évidente d'imposer une structure qui permettrait de reprendre les fonctions pour lesquelles le lieu avait été créé. À partir de ce diagnostic initial, Stangl commença à mettre en œuvre les changements nécessaires pour rétablir le fonctionnement du camp. En assumant son poste, Stangl commença par parcourir chaque secteur accompagné de responsables de sa confiance. Son objectif était de détecter les défaillances, redistribuer les fonctions et fixer les priorités. Des déclarations comme celle du propre Suchomel signalent que Stangl se concentra immédiatement sur le rétablissement du mouvement interne du camp pour traiter ce qui s'était accumulé durant la période antérieure. Les équipes juives qui restaient actives furent redéployées pour commencer le nettoyage de zones spécifiques, et l'officier utilisa cette action pour évaluer la capacité de chaque groupe et le réorganiser selon les besoins identifiés. L'une des premières décisions de Stangl consista à établir un système de supervision directe sur le personnel ukrainien. Les déclarations recueillies indiquaient qu'il dédia du temps à observer leur comportement, corriger les actions inefficaces et sanctionner ce qui interromprait le rythme du camp. Dans cette phase initiale, furent également enregistrées des situations où il appliqua des mesures disciplinaires sévères contre des membres de la garde quand ils agissaient en dehors des instructions qu'il voulait imposer, ce qui cherchait à réduire les actions improvisées qui générèrent des retards ou des incidents. En révisant la zone d'entrée, Stangl ordonna de retirer les objets accumulés et les matériaux abandonnés sur les quais.
Ce nettoyage répondait non seulement à la nécessité de déblayer la zone, mais aussi à l'intention de créer un espace qui permettrait de développer un transit continu, sans interruption ni amoncellement. Dans les déclarations du personnel du camp, il est répété que Stangl souhaitait éliminer tout élément qui difficulta la circulation ou qui pourrait s'aggraver avec l'arrivée de nouveaux transports. Durant cette étape, Stangl réalisa des ajustements physiques dans différentes parties de l'enceinte. Certains couloirs intérieurs furent élargis, des clôtures furent renforcées et des accès secondaires furent modifiés. Des témoignages inclus dans le dossier montrent qu'il ordonna des améliorations dans la séparation des zones pour différencier clairement les zones de travail, les points de surveillance et les parties de l'enceinte destinées à des processus concrets. Ces changements cherchaient à réduire la confusion entre les différents groupes de garde et à homogénéiser leurs tâches. L'état des bâtiments principaux fut également révisé. La structure appelée baraquement d'entrée reçut des réparations mineures et fut débarrassée des biens accumulés. Dans la zone supérieure de l'enceinte, des espaces utilisés par les unités de travail furent réorganisés et Stangl donna l'instruction aux responsables d'établir un ordre permanent qui éviterait le désordre observé des semaines auparavant. Les rapports postérieurs signalent que l'officier insista pour maintenir ces lieux libres d'objets qui pourraient obstruer le flux quotidien. Un autre aspect sur lequel Stangl se concentra fut la distribution des unités chargées de manipuler les corps qui se trouvaient encore dans le camp depuis la phase antérieure. Ces groupes furent réorganisés selon la capacité de chacun, et des instructions plus précises leur furent données pour déplacer les restes vers les zones habilitées. Les opérations se réalisaient de façon continue, et selon des déclarations postérieures, des normes furent appliquées pour réduire les risques d'interruption ou d'incidents qui pourraient retarder les travaux. Un point saillant dans cette phase fut la modification de la zone où se centralisait le mouvement des nouveaux arrivants. Stangl disposa que cette partie du camp soit organisée de manière plus stricte, avec l'intention d'éviter les amoncellements qui avaient causé des effondrements les jours précédents. Il ordonna que les gardes maintiennent des distances spécifiques entre les groupes et que le passage soit restreint aux personnes sans fonction définie, supprimant ainsi la circulation inutile. Parallèlement, Stangl ajusta les procédures de réception et de classification. Il intégra de nouvelles instructions pour ceux qui supervisaient les mouvements principaux et révisa la manière dont se comportaient les groupes de travail pour que chaque unité remplisse son rôle sans interférence. Ces ajustements incluaient l'indication de réduire les temps morts et d'assurer que les déplacements soient rapides, accomplis et constants. Les déclarations d'anciens gardes signalent que ces règles étaient appliquées de façon stricte et que Stangl surveillait personnellement leur respect. Durant les premières semaines, Stangl réorganisa également l'affectation des officiers SS sous son commandement. Certains furent transférés vers d'autres zones à l'intérieur de la même enceinte, tandis que d'autres furent mis à l'écart en raison du rendement perçu durant les inspections. Des registres d'interrogatoire postérieurs indiquent qu'il chercha à créer une équipe plus réduite mais plus fonctionnelle, capable de soutenir le rythme qu'il prétendait imposer. Dans différents témoignages, il est affirmé que Stangl s'employa à établir une ambiance qui transmette de la discipline parmi les gardes et parmi les groupes de travail. Il imposa des règles précises sur la conduite quotidienne, les horaires et la manière dont les procédures devaient être réalisées. Des situations furent mentionnées dans lesquelles il travailla pour éviter des actions arbitraires de certains membres de l'escorte, réduisant ainsi des incidents aléatoires qui pouvaient altérer le flux opérationnel. Une autre modification attribuée à Stangl fut la réorganisation des permissions et des repos du personnel. Il ajusta les tours de service pour qu'il y ait une vigilance permanente à chaque point critique, évitant des moments sans supervision qui pouvaient affecter la continuité interne. De même, il révisa les fonctions des superviseurs ukrainiens, limitant leur marge d'action et imposant un système de rapport plus rigide. Dans la zone où se concentraient les travaux les plus lourds, Stangl insista pour améliorer la communication entre les équipes afin d'éviter des retards. Des témoins mentionnèrent qu'il réalisait des rondes constantes pour vérifier la vitesse des opérations. S'il trouvait de la lenteur ou de la confusion, il arrêtait la procédure, réorganisait les unités et donnait des instructions directes aux contremaîtres. Vers la fin de cette période de réorganisation, les rapports recueillis indiquent que le rythme du lieu s'était stabilisé. Les scènes d'accumulation qui caractérisaient la phase précédente avaient été dégagées et les différents secteurs de l'enceinte fonctionnaient en suivant un schéma continu.
Stangl avait réussi à établir une structure interne plus rigide, avec des objectifs clairs pour chaque groupe et un système de vigilance qui cherchait à empêcher que les événements de la période initiale ne se reproduisent. Avec tout cela, Treblinka entrait dans une phase où la discipline interne et la régularité dans les procédures devinrent des éléments centraux. La réorganisation de Stangl marqua le passage à une étape où l'enceinte fonctionnerait avec un contrôle accru et sous une structure plus définie, établissant ainsi un nouveau point de départ pour le développement postérieur du camp. La phase des milliers de cadavres quotidiens. Lorsque la réorganisation préalable fut achevée, le camp entra dans une période où l'activité quotidienne était marquée par un rythme constant et calculé. Les trains qui arrivaient de différentes zones du gouvernement général chargeaient des milliers de personnes à chaque transport, et le personnel de l'enceinte maintenait des instructions spécifiques pour traiter ces groupes sans interruption. Des documents officiels et des déclarations ultérieures indiquaient que l'afflux était continu et que certains jours les convois se succédaient l'un derrière l'autre, générant une dynamique qui exigeait de maintenir le flux sans pause. Durant ces mois, le lieu fonctionna avec une intensité qui reflétait l'intention de compléter chaque transport avec la rapidité la plus maximale possible. Les registres signalent que le système employé suivait une séquence déjà établie. Les gardes situés dans la zone ferroviaire supervisaient la descente, tandis que des membres de la police ukrainienne dirigeaient les nouveaux arrivants vers les quais. Les déclarations d'anciens membres de l'escorte indiquent que la journée commençait tôt et que le son des trains marquait le début de chaque opération. Parallèlement, le personnel chargé de la réception devait maintenir le flux des nouveaux arrivants sous contrôle constant. Les témoignages recueillis indiquent que les explications données par les gardes suivaient une ligne commune. Ils affirmaient que la procédure était temporaire et que le groupe serait relocalisé plus tard. Ce type de message était répété dans le but d'éviter la confusion, les protestations ou tout comportement qui interférerait avec le transit interne. Les déclarations d'anciens travailleurs signalent que ces instructions n'étaient pas improvisées, mais faisaient partie d'une stratégie conçue pour accélérer le mouvement et éviter les incidents. Les officiers qui supervisaient la zone d'arrivée avaient pour tâche de diriger les nouveaux arrivants vers des points où les groupes étaient divisés selon les indications du commandement. Les rapports judiciaires ultérieurs rapportent que la vigilance fut augmentée pour empêcher le désordre. Dans ce contexte, les superviseurs ukrainiens jouaient un rôle essentiel puisqu'ils accompagnaient les groupes sur les chemins internes et assuraient que le mouvement restât continu. L'équipe chargée de retirer les biens personnels travaillait de façon simultanée. Lorsque les personnes étaient dirigées vers les zones désignées, d'autres unités devaient ramasser les bagages abandonnés, les classer et les transférer vers les entrepôts du camp. Des témoignages présentés lors des procès décrivent que ces tâches devaient être complétées sans délai, car l'accumulation d'objets rendait la circulation difficile. Les superviseurs notaient le volume des biens récupérés pour maintenir un registre stable du matériel stocké. Au milieu de ce rythme intense, de hauts commandements de la SS réalisèrent des inspections pour évaluer le fonctionnement de l'enceinte. La visite la plus significative fut celle de Heinrich Himmler, qui se rendit sur place pour examiner l'état du camp et sa capacité durant la phase de plus grande activité. Des documents ultérieurs indiquent qu'Himmler arriva accompagné d'autres officiers et qu'il effectua un parcours minutieux des zones principales. Durant cette visite, il révisa le rendement du personnel, la distribution des espaces et la manière dont les procédures quotidiennes étaient exécutées. Dans les annotations officielles et dans les déclarations d'anciens gardes, il est mentionné que Himmler émit des instructions liées à l'élimination des traces visibles et à la réorganisation de parties de l'enceinte pour éviter les accumulations. Il ordonna que les zones où se réalisaient les opérations principales soient modifiées pour faciliter le déplacement du personnel assigné. Il signala également la nécessité de renforcer la séparation entre différentes sections pour améliorer la circulation interne. Parmi les mesures les plus remarquables ordonnées par Himmler figurait l'instruction de gérer les corps accumulés par des méthodes qui empêcheraient que des restes visibles ne demeurent à la surface. Cet ordre faisait partie de ce que les documents ultérieurs dénomment la politique d'effacer les indices du fonctionnement du camp. Les unités responsables de ces tâches devaient suivre un système plus strict pour manipuler les restes et les transférer vers des zones définies, évitant ainsi que l'accumulation ne soit exposée. Les instructions d'Himmler inclurent également des modifications dans la façon dont les équipes de travail étaient contrôlées.
Il indiqua que les superviseurs devaient maintenir une vigilance constante, enregistrer les incidents et assurer qu'il ne restât aucun reste non traité. Les témoignages de membres de l'escorte ukrainienne affirment que, suite à cette visite, la discipline interne augmenta et que le personnel devint plus rigoureux dans l'exécution des ordres. Durant cette période, les tromperies destinées à maintenir le calme parmi les nouveaux arrivants furent également renforcées. Les rapports judiciaires signalent que certaines zones furent agrandies pour simuler des salles d'attente et des services fictifs. L'objectif était de réduire tout signe d'alarme parmi les groupes qui entrèrent dans l'enceinte. La stratégie consistait à maintenir des apparences d'ordre, de propreté et de normalité, bien que leur finalité réelle ne coïncidât jamais avec ce qui était montré. L'afflux de trains continua sans interruption durant ces mois. Des déclarations d'anciens travailleurs indiquent que plusieurs convois pouvaient arriver par jour, en fonction du moment, et des ordres reçus d'autres localités du gouvernement général. La programmation était stricte et tout retard pouvait affecter la chaîne de transport. C'est pourquoi les superviseurs du camp devaient se coordonner avec des responsables externes pour ajuster les horaires, éviter les chevauchements et maintenir le rythme constant qui caractérisa cette phase. Parallèlement, le personnel de l'enceinte devait traiter de grandes quantités de biens personnels. Les entrepôts destinés aux vêtements, à la documentation et aux objets de valeur recevaient des chargements continus. Les témoignages présentés lors des procès judiciaires affirment que cette partie du camp travaillait sous une pression similaire à celle des zones d'arrivée, car l'accumulation de matériel pouvait bloquer des espaces et provoquer des interruptions. Durant les mois de plus grande activité, les officiers signalaient que chaque jour suivait un modèle semblable. Arrivée des transports, organisation des groupes, classification des biens, déplacements internes et opérations continues dans les zones où se réalisaient les tâches principales. Cette répétition faisait partie du système conçu pour maintenir l'efficacité du camp durant cette période. Les commandos du silence et le travail, parmi les morts. En avançant dans l'opération quotidienne au sein du complexe, près de 1000 prisonniers juifs se trouvaient assignés à des tâches obligatoires qui garantissaient le fonctionnement du lieu. Ils vivaient dans des baraques en bois, situées dans la partie inférieure et supérieure de l'enceinte, où ils dormaient dans des conditions rudimentaires. Durant les premiers mois, jusqu'à septembre de 1942, beaucoup se reposaient sur le sol sablonneux ou sur des tapis dispersés dans un pavillon proche de la zone où les gens devaient se dévêtir. Au fil du temps, ce groupe fut transféré dans une section de l'aile droite d'un baraquement en forme de U, où furent installés des lits superposés en bois à 3 niveaux. Dès le début, le traitement variait selon la catégorie assignée, car ceux qui appartenaient aux dénommés Court Jews, juifs de cour, avaient un logement considéré comme meilleur dans les limites du lieu. La nuit, tous restaient enfermés dans les baraques, avec des seaux placés comme toilettes improvisées. La journée commençait peu après l'aube, lorsqu'ils étaient réveillés pour recevoir une ration minimale de nourriture avant l'appel matinal. La journée de travail durait de ce moment jusqu'à la tombée du soir, avec une pause courte pour le déjeuner. En rentrant, ils formaient de nouveau des rangs pour le dénombrement vespéral, moment auquel certains recevaient des châtiments à coups et d'autres étaient envoyés à la zone dénommée Lazarette, infirmerie, s'ils étaient considérés comme trop faibles ou ils étaient exécutés. Chacun des prisonniers s'intégrait dans des brigades de travail distribuées entre la zone inférieure et la zone supérieure, selon les fonctions nécessaires pour maintenir l'activité du lieu. Chaque équipe opérait dans des secteurs concrets et remplissait des tâches spécifiques au sein du complexe. Dans la zone inférieure, où travaillait approximativement le double de prisonniers que dans la zone supérieure, le traitement était légèrement moins sévère. Dans ce secteur, les détenus avaient un accès occasionnel à une partie des matériaux et des aliments qui circulaient depuis les transports, sans que cela n'implique de répéter le système de tromperie appliqué aux nouveaux arrivants. Au sein de ce groupe, existaient des différences internes avec les Court Jews, juifs de cour, situés dans la position la plus élevée. Ce groupe, également appelé Hofjuden, rassemblait des travailleurs avec des métiers spécialisés, charpentiers, peintres, forgerons et personnel chargés de diverses tâches domestiques. Ils étaient identifiés par des brassards jaunes et rassemblaient également des sous-groupes comme les Gold Jews, juifs de l'or, la brigade de construction des rues, les maçons ou ceux qui participaient à des activités d'édification. Un des prisonniers, Joseph Jarny, raconta qu'il fut envoyé dans la zone allemande après être arrivé dans un transport provenant de Varsovie. Là,
Il reçut l'ordre d'enlever les bottes de Kurt Franz, qui était assis dans un fauteuil, et, selon son récit, en état d'ébriété. Après l'avoir fait, Franz lui communiqua qu'il passerait faire partie des Court Jews, juifs de cour. Dès ce moment, il fut destiné au poulailler, chargé de fournir des œufs frais au personnel allemand. Un autre survivant, Kalman Teigman, décrivit son arrivée dans cette même zone où les Court Jews se déplaçaient avec plus de liberté et administraient leur propre cuisine. Au début, ils évitaient de s'approcher du reste des prisonniers nouvellement incorporés, jusqu'à ce que le commandant annonça que ce statut cesserait d'avoir des distinctions spéciales. Dans le cas des Gold Jews, juifs de l'or, une brigade intégrée par une vingtaine de personnes avec de l'expérience en joaillerie, horlogerie ou banque, le travail consistait à recevoir, réviser et classer l'argent, les objets de valeur et les bijoux qu'apportaient les nouveaux arrivants. Une partie du groupe participait à la zone de déshabillage, ramassant les biens remis sous pression par ceux qui arrivaient dans les transports, tandis que d'autres se chargeaient d'examiner et de préparer ces matériaux pour leur transfert hors du campement. Abraham Krzepicki raconta que certains membres de cette brigade collectionnaient des objets curieux et trouvaient des montres ou des bagues parmi les affaires enregistrées, en plus d'accumuler de grandes quantités d'argent. Un autre groupe nombreux, la Rag Brigade, brigade des chiffons, avec entre 80 et 100 hommes, était dédié à classer les vêtements, les objets personnels et les ustensiles. Ils opéraient en plein air et séparaient les habits, les chaussures, les lits et toutes sortes d'affaires. Samuel Willenberg raconta que son responsable, un prisonnier tchèque, répétait que l'instruction principale consistait à classer. La tâche exigeait de vider les poches, de retirer tout élément qui identifierait le propriétaire, et de réviser chaque vêtement pour localiser des objets cachés. Les chefs de brigade criaient des ordres de manière constante, exigeant une plus grande rapidité. Les tas de vêtements s'étendaient le long de grandes rangées de tissus sur le sol, où chaque catégorie était organisée selon le type et la qualité. Une brigade avec des brassards rouges, formée par une quarantaine de personnes, recevait les femmes dans la zone où elles étaient obligées de se dévêtir et ensuite guidées vers le lieu où on leur coupait les cheveux. Un de ses membres, Joe Siedlecki, expliqua qu'en arrivant il fut séparé de son épouse avec la promesse qu'elle travaillerait dans une blanchisserie, chose qui n'arriva pas. Il fut assigné à superviser le processus de déshabillage et ensuite transféré à la salle où l'on désinfectait les cheveux coupés avant de les empaqueter. Les équipes de coiffeurs se chargeaient spécifiquement de couper les cheveux des femmes avant qu'elles ne soient conduites au couloir qui menait au secteur suivant. Selon plusieurs témoignages, au début, cette tâche s'exécutait dans quelques chambres qui n'étaient pas immédiatement en usage avant de se déplacer vers une baraque située près de l'accès au couloir. Abraham Bomba raconta comment il fut désigné avec d'autres coiffeurs et transféré dans cette section, où la coupe se réalisait sur des bancs alignés à l'intérieur d'une salle surveillée par des gardes armés. De plus, il existait un groupe chargé de la fourniture de bois, connu comme la brigade de la forêt, qui réalisait des coupes pour cuisiner et se chauffer, et postérieurement pour alimenter les structures utilisées dans l'élimination des corps. Une autre brigade camouflait les clôtures avec des branches fraîches, spécialement celles qui entouraient la zone supérieure, pour empêcher de voir vers l'intérieur. Il y avait aussi des groupes réduits qui accomplissaient des tâches spécifiques comme ranger des bouteilles ou superviser les latrines, où un prisonnier surnommé le maître de la toilette contrôlait le temps que chaque personne pouvait les utiliser. Dans la zone supérieure, où opéraient les brigades liées à la manipulation des cadavres après les morts, il existait une équipe d'environ 100 hommes qui transportaient les corps depuis les chambres jusqu'aux fosses ou, postérieurement, jusqu'aux grilles de crémation. Eliahu Rosenberg raconta qu'il travailla dans cette brigade, d'abord en retirant les corps des chambres anciennes et ensuite des 10 chambres nouvelles. Il expliqua que les gardes vérifiaient depuis une plateforme ce qui se passait à l'intérieur et donnaient le signal quand les gens avaient cessé de bouger. Après, les prisonniers ouvrirent les portes, attendaient quelques minutes que les gaz se dissipent et retirèrent les corps. Il raconta aussi que certains enfants qui étaient là restés sous les corps étaient encore vivants et étaient exécutés dès que les gardes les voyaient. D'autres témoignages mentionnent des situations où des femmes apparemment mortes reprenaient connaissance en étant chargées sur les civières et étaient assassinées à ce moment-là par les gardes. Les prisonniers narrèrent également des agressions sexuelles et des mutilations post-mortem réalisées par le personnel allemand.
Rosenberg décrivit comment les chargés de transporter les corps recevaient des coups constants s'ils ne placèrent pas correctement les morts sur les civières ou s'ils ne maintenèrent pas les corps en place, pas le rythme exigé. Une autre brigade, appelée des dentistes, travaillait dans un abri à côté des petites chambres. Là, ils extrayaient les couronnes dentaires, les bridges et les pièces qui contenaient des métaux précieux. Ces éléments étaient gardés dans un coffre qui était vidé chaque semaine par le personnel allemand. Ceux qui réalisèrent cette tâche devaient séparer l'or blanc, l'or jaune, le platine et les autres métaux. Ils révisaient également les corps pour localiser des bijoux cachés sous des bandages ou dissimulés dans des cavités corporelles. Finalement, il existait un petit ensemble musical organisé par ordre du personnel allemand. Durant les premiers mois, ce fut un trio. Mais avec le temps, avec l'arrivée de musiciens reconnus, un ensemble plus ample se forma qui jouait lors des appels et dans les réunions, dans les zones où logeaient les gardes. Les prisonniers qui faisaient partie de ce groupe devaient interpréter des marches, des chansons populaires et des morceaux demandés par les Allemands et les Ukrainiens. La révolte du 2 août et le démantèlement total. Lorsque le calendrier avançait vers l'été de 1943, des conversations discrètes commencèrent à circuler au sein de l'enceinte de Treblinka, parmi les prisonniers assignés à des travaux internes. Ils savaient que le lieu fonctionnait avec une structure rigide et que les superviseurs allemands étaient de plus en plus tendus, mais ils pressentaient également que l'activité du camp ne maintenait plus le même rythme que les mois précédents. Dans cette atmosphère, plusieurs détenus commencèrent à envisager la possibilité d'une action conjointe, chose qui ne surgit pas de manière improvisée, mais après plusieurs échanges silencieux entre des hommes qui observèrent depuis déjà un certain temps les routines des gardes. Parmi ceux qui commencèrent à agir avec le plus de détermination, se trouvait un groupe qui se connaissait pour avoir réalisé des tâches liées au transport et à la classification au sein du même complexe. Ils analysèrent le nombre de sentinelles, les mouvements quotidiens du personnel et les zones avec le moins de surveillance, et ils le firent sans attirer l'attention, car tout mouvement étrange pouvait leur coûter la vie. Un des premiers pas qu'ils firent fut de localiser un espace où ils pouvaient se réunir sans éveiller de soupçons. Les discussions se réalisaient à des heures où les superviseurs se concentraient sur d'autres tâches, et pour ne pas soulever de doute, les prisonniers continuaient leur travail habituel. Progressivement, les conversations passèrent de l'intention à la planification. Certains détenus avaient identifié des zones où étaient gardées des clés, des uniformes et des outils qui pouvaient être utilisés durant une évasion. D'autres connaissèrent les parcours et les temps des gardes ukrainiens qui surveillaient le périmètre, ce qui leur permit de tracer une carte mentale des tronçons les moins exposés. Plusieurs semaines avant l'éclatement, les mêmes prisonniers commencèrent à étudier comment se procurer des armes. Cela n'était pas simple, car l'accès à l'armement était réservé aux superviseurs allemands et aux Ukrainiens. Cependant, au sein des ateliers du camp se réparaient des pièces qui incluaient parfois des armes courtes ou des fusils endommagés. Les détenus qui étaient assignés à ces zones détectèrent des opportunités pour cacher de petites pièces, des chargeurs ou des munitions qui étaient passées inaperçues pour les surveillants. Avec le temps, ils réussirent à réunir quelques éléments utiles, bien qu'ils savaient que ce ne serait pas suffisant pour affronter dans des conditions d'égalité. Leur plan se basait sur le fait de profiter du désordre initial pour s'échapper, non de maintenir un combat ouvert. La date du soulèvement fut ajustée plusieurs fois. Les prisonniers dépendèrent des routines du camp lui-même, du climat, de la visibilité et de la position des superviseurs. Ils savaient aussi que tout signal prématuré pouvait provoquer un massacre immédiat. L'occasion décisive surgit lorsque l'un des détenus observa que, durant certains changements de quart, la présence de superviseurs au point clé diminuait. À partir de ce moment, le groupe responsable comprit qu'il devait agir un jour avec des conditions favorables et avec la plus grande coordination possible, car l'opportunité pouvait ne pas se répéter. Le 2 août de 1943, les détenus profitèrent du fait que plusieurs superviseurs s'étaient déplacés vers une autre zone de l'enceinte. À cette heure, quelques prisonniers réussirent à accéder à la zone où se trouvaient les clés des dépôts et des portes intérieures. Le groupe chargé d'obtenir l'armement réussit à s'emparer de quelques pistolets et fusils sous le prétexte de manipuler des outils. D'autres mirent le feu à plusieurs constructions pour générer de la confusion et couper la visibilité des gardes.
La fumée commença à se répandre parmi les bâtiments et en l'espace de quelques minutes, l'alarme se propagea parmi les Ukrainiens et les Allemands. Malgré la petite quantité d'armes, les prisonniers agirent avec rapidité. Ils se dirigèrent vers les clôtures périmétrales, dont certaines avaient été affaiblies préalablement depuis l'intérieur, sans que les surveillants ne le remarquent. Avec les flammes augmentant et le bruit des détonations à l'intérieur du complexe, des dizaines d'hommes coururent vers les limites du camp. Les superviseurs répondirent en ouvrant le feu, mais le désordre provoqué par les incendies rendit leur réaction immédiate difficile. Quelques prisonniers réussirent à traverser la première clôture. D'autres terminèrent abattus dans la tentative, tombant à quelques mètres du point d'évasion. Une fois hors de l'enceinte, la situation n'offrait aucune garantie. Le terrain aux alentours était composé de forêts, de terrains irréguliers et de chemins patrouillés par des unités allemandes. Les prisonniers qui réussirent à s'éloigner du camp se dispersèrent pour éviter d'être capturés en grands groupes. Plusieurs d'entre eux se réfugièrent dans des zones boisées, se déplaçant toujours à l'aube et se cachant durant la journée. D'autres furent poursuivis par des patrouilles envoyées depuis Treblinka et par des unités additionnelles qui avaient reçu des nouvelles du soulèvement. Certains tombèrent dans ces affrontements ou furent localisés dans les heures suivantes, tandis que quelques-uns réussirent à rester cachés durant plus longtemps. À l'intérieur du camp, la révolte laissa les superviseurs en état d'alerte. Les constructions endommagées, les incendies et la fuite obligèrent les responsables de l'enceinte à prendre des mesures immédiates. Les autorités supérieures avaient été averties de l'incident, et la réponse consista à renforcer temporairement la vigilance et à réprimer les prisonniers qui n'avaient pas pris part à la fuite, mais demeuraient dans l'enceinte. À ce moment-là, l'activité du camp pointait déjà vers une réduction significative par rapport au mois précédent, et cet épisode accéléra certaines décisions qui étaient prévues par les responsables de l'opération. À mesure qu'août avançait, le processus de démantèlement systématique commença. Les structures principales furent démontées pièce par pièce. Les fosses furent déplacées, les traces d'activité interne furent effacées, et les bâtiments qui étaient encore debout furent détruits. Les restes de bois, d'outils, de grillages et de baraques furent retirés ou brûlés. Une partie du terrain fut couverte de couches de terre et de végétation pour dissimuler ce qui avait existé là. Une fois le processus terminé, il ne restait à peine aucun indice visible de ce qu'avait été le camp. Les superviseurs quittèrent les installations et les autorités allemandes clôturèrent officiellement l'opération dans les mois postérieurs. La zone retrouva une apparence rurale. Avec le temps, la zone fut utilisée de manière ordinaire et la structure qui avait fonctionné comme un centre d'extermination disparut presque complètement, ne laissant que des traces dispersées qui ne pourraient être identifiées qu'avec des études postérieures. La révolte du 2 août et l'élimination systématique du complexe marquèrent la phase finale du site. Ce qui avait commencé comme un espace contrôlé par un groupe réduit de superviseurs se termina par la tentative de fuite de centaines de prisonniers et par la reconstruction délibérée du terrain pour effacer les traces. Les quelques-uns qui survécurent en s'échappant dans la forêt emportèrent avec eux les détails de ce qui s'était passé, tandis que l'installation fut éliminée de manière ordonnée par ceux qui l'avaient administrée. Les survivants et les documents qui parlèrent pour les morts. Les récits qui surgirent de ceux qui réussirent à s'échapper de Treblinka donnèrent forme à la compréhension initiale du lieu. À travers leurs mots furent reconstruites des scènes, des parcours, des ordres et des routines qui durant des mois restèrent isolés derrière des clôtures couvertes et des accès contrôlés. Un des premiers à décrire les faits fut un survivant qui avait travaillé dans la zone supérieure du camp depuis les premiers jours. Il expliqua comment, à peine arrivé, il sentit l'odeur des fosses nouvellement ouvertes et entendit les bruits qui provenaient des enceintes destinées à l'élimination des prisonniers. Il se rappela des portes en métal, des sols humides et un couloir étroit où s'alignaient ceux qui avaient été séparés du groupe principal. Il mentionna que certains gardiens surveillaient l'entrée, que d'autres s'occupèrent de fermer, et que le moteur qui activait le processus était dans un compartiment distinct, surveillé par un homme identifié par des prisonniers antérieurs. Il dit que de nombreuses fois, il ne distinguait pas les sons clairement, mais il savait quand le mécanisme se mettait en marche, car le personnel changeait de position et se préparait à ouvrir. Un autre témoin se rappela le transfert qui l'amena jusqu'à là. Il raconta que son train arriva en plein été et que, en descendant, il vit des tas de vêtements entassés sur un côté.
Il expliqua que le sol était couvert de sable, que les coups accéléraient à la sortie des wagons et que ceux qui semblèrent plus forts étaient emmenés sur un côté pour des travaux immédiats. Il fut assigné à un groupe qui devait nettoyer la zone après chaque arrivée et assura qu'en l'espace de quelques jours, il comprit qu'il ne pouvait communiquer avec personne du secteur supérieur. Selon ce qu'il dit, il n'entendait que des ordres en allemand et en ukrainien, tandis qu'un petit groupe de prisonniers plus expérimentés essayait d'organiser les nouveaux arrivants. Un jeune homme qui réussit à s'échapper durant les premiers mois raconta qu'il fut blessé le deuxième jour et qu'il resta caché derrière un mur détérioré. Il dit qu'il entendit les gardes cherchant des gens et que, profitant d'un moment de confusion, il rejoignit un petit groupe assigné à sortir des marchandises hors du périmètre. Il se rappela que le trajet vers la station était surveillé par des superviseurs, mais que durant un transfert, ils réussirent à courir vers un fossé et ensuite vers une forêt proche. Il resta plusieurs jours caché, sans nourriture, avançant par des chemins ruraux peu fréquentés avant d'arriver à sa ville natale. Les gens du lieu furent surpris de le voir arriver, car, selon lui, personne ne savait avec exactitude ce qui se passait dans ce camp monté près de Maukinia. D'autres témoignages détaillèrent le travail à l'intérieur du secteur, où il devait ouvrir des fosses, retirer les couches accumulées et transférer les restes vers des bûchers construits sous la supervision d'un spécialiste envoyé pour réorganiser le processus. Selon l'un des prisonniers qui fut là, cet homme donnait des instructions précises sur comment déplacer les restes, comment empiler le bois et comment maintenir les flammes pour que la procédure soit continue. Il raconta que durant ces mois, les fosses originales furent vidées une par une et qu'après les avoir complétées, elles étaient recouvertes de terre pour cacher la surface altérée. Il dit que parfois il trouvait des objets personnels parmi le sable et qu'il ne pouvait rien conserver car les superviseurs révisaient chaque travailleur avant de retourner aux baraques. Pendant que ces récits étaient recueillis, des documents contemporains apparaissaient qui confirmaient ce qu'avaient dit les témoins. Les premiers rapports qui circulèrent à l'extérieur provenaient de contacts qui réussirent à transmettre des messages sur le destin des déportés. Ces rapports décrivaient des trains qui partèrent pleins et revenèrent vides, des wagons avec des portes fermées depuis l'extérieur et des odeurs détectées par les habitants des villages proches. Certains de ces documents arrivèrent aux mains d'organisations clandestines qui essayaient d'avertir des communautés plus grandes sur ce qui se passait à ce point du chemin de fer. Les messages incluaient des dates, des lieux de provenance et des estimations de la quantité de personnes qui arrivaient dans chaque convoi. La précision variait, mais ils coïncidèrent sur le fait que le lieu ne fonctionnait pas comme un camp de transit. Les données les plus solides sur les transports apparurent après, lorsque des survivants livrèrent des feuilles d'occupation de wagons et des notes d'itinéraire cachées dans des poches ou des coutures. À cela s'ajouta l'information provenant des archives ferroviaires où étaient enregistrées les dates de départ, la composition des convois et le nombre de wagons. Ces documents permirent d'élaborer des estimations du volume total de déportés et de confirmer que la majeure partie arriva durant l'été de 1942. Chaque registre signalait un flux constant depuis diverses villes, et les calculs finaux dépassèrent des chiffres que très peu imaginèrent jusqu'alors. La combinaison de ces données avec les premiers rapports de fugitifs permit de reconstruire la magnitude réelle de ce qui s'était passé. Des années après, les commissions d'enquête chargées par les autorités polonaises initièrent un travail systématique dans la zone. Elles récoltèrent des fragments dispersés, des restes d'objets métalliques, des résidus textiles et tout élément qui pouvait provenir des transports. L'ancien machiniste qui connaissait chaque mouvement de train remit des carnets, des horaires et des nombres qu'il avait conservés durant toute la guerre. Avec cette information, les dates d'arrivée furent croisées avec les documents administratifs allemands et une séquence claire fut établie. Les conclusions furent envoyées aux procureurs qui préparaient des dossiers contre les responsables vivants. Les procès se célébrèrent durant plusieurs périodes et se basèrent sur des déclarations de témoins, des documents ferroviaires, des lettres interceptées et des dossiers trouvés dans des archives militaires. Durant ces processus judiciaires, les procureurs présentèrent des descriptions détaillées du fonctionnement du campement, s'appuyant sur des témoignages de ceux qui avaient travaillé dans des secteurs distincts. Les juges écoutèrent des récits de surveillance périmétrale, d'organisation interne des brigades, d'élimination de corps et de disparition des structures avant l'avancée du front. Des éléments qui confirmaient la présence de gardiens spécifiques, le rôle de membres de la SS et la participation d'auxiliaires formés dans d'autres centres furent également présentés. Plusieurs condamnations furent prononcées sur la base de ces données
et les dossiers furent archivés comme documents officiels de l'après-guerre. Les témoignages recueillis, les rapports de guerre, les registres de transport et les procès-verbaux des procès permirent de reconstruire une image complète de Treblinka et laissèrent trace de chaque étape, depuis l'arrivée des déportés jusqu'à la dissimulation du terrain. Les voix de ceux qui furent là, ainsi que les documents qui survécurent, rompirent le silence qui entoura si longtemps le lieu. Grâce à cette combinaison de preuves directes et de registres contemporains, l'histoire fut préservée avec une clarté suffisante pour qu'elle ne pût se rompre ni se perdre avec le passage des années. Les gardiens de l'horreur et ce qui vint après. À mesure que Treblinka approchait de sa fin, l'histoire de ceux qui le firent fonctionner apparaissait fragmentée en déclarations, souvenirs et descriptions surgies des propres impliqués. L'extermination avait laissé derrière elle non seulement des montagnes d'objets, mais aussi un réseau humain composé de gardes, de superviseurs et de collaborateurs formés loin de là, dans un environnement créé pour les transformer en rouages du système. La majorité provenait de Travniki, un centre d'entraînement érigé sur les restes d'une ancienne usine, où des milliers de prisonniers soviétiques, affamés et affaiblis, furent sélectionnés pour devenir des gardiens. Là, ils apprirent des ordres de base, reçurent l'armement et assumèrent une nouvelle identité sous commandement allemand. De ce lieu surgirent les hommes qui surveilleraient ensuite Beujek, Sobibor et Treblinka, transférés en groupe au fur et à mesure qu'ils étaient requis, sans que n'importe leur état physique ni moral, toujours sous l'autorité d'officiers assignés pour contrôler chaque mouvement. Parmi les destinataires de cette formation, apparut un nombre considérable de recrues, qui terminèrent répartis entre les différents secteurs de Treblinka. Certains connurent le camp dès ses débuts, d'autres arrivèrent lorsque le processus était déjà en marche, et beaucoup tournèrent entre différentes fonctions. Plusieurs d'entre eux décrivirent plus tard comment, en arrivant, ils trouvèrent une zone clôturée par des barrières hautes couvertes de branches, des structures internes divisées par des rangées de fils de fer, et une routine marquée par le flux constant de déportés. Leur tâche consistait à s'assurer que les groupes suivaient le parcours imposé. D'autres surveillaient les accès, se déplaçaient entre les baraques ou restaient dans des tours élevées qui permettaient d'observer sans que personne ne pût les observer. Dans cet environnement proliférèrent des figures qui, avec le temps, se transformeraient en synonymes de brutalité. Le cas le plus notoire fut celui de l'Ukrainien connu parmi les prisonniers comme Ivan le Terrible. Son identité avait été objet de confusion durant des décennies, mais les témoignages convergèrent finalement sur un homme appelé Ivan Marchenko. Selon les récits concordants, il était grand, corpulent, aux mouvements énergiques et presque toujours sous les effets de l'alcool. Il avait été capturé étant soldat soviétique, transféré à Travniki et de là envoyé à Treblinka avant l'été de 1942. Son incorporation coïncida avec les moments où le camp commençait sa période d'activité la plus intense, et il gagna rapidement une place parmi les gardiens les plus craints, non par son rang mais par la férocité qu'il montrait en exécutant les tâches assignées. Les descriptions le situaient dans la zone où les personnes étaient obligées d'avancer sans s'arrêter. Marchenko portait un uniforme foncé, une arme courte, et presque toujours une barre métallique qu'il utilisait pour frapper sans prévenir. Plusieurs survivants se rappelèrent des épisodes où un seul de ses coups suffisait pour tuer un homme. À ses côtés agissait un autre garde ukrainien appelé Chalaïev, qui l'assistait dans les tâches techniques. Les deux étaient liés au bâtiment où se réalisait la procédure finale, opérant les moteurs qui alimentaient le système interne. Eux-mêmes expliquèrent dans des interrogatoires postérieurs qu'ils alternaient des quarts de 12 heures et qu'ils cohabitaient rarement avec le reste des gardiens, préférant passer leur temps libre aux côtés de sous-officiers allemands avec lesquels ils maintenaient des relations proches. Avec le passage des mois, le comportement de certains empira de manière notoire. Plusieurs compagnons de Marchenko assurèrent qu'il passait une bonne partie du temps ivre, qu'il provoquait des bagarres même avec ses propres collègues et que, en dehors du camp, il cherchait de l'alcool dans les villages proches. Sa faiblesse pour la boisson fit qu'il révéla parfois des détails de son travail à des femmes ukrainiennes qui avaient été transférées temporairement pour servir comme personnel domestique dans le complexe réservé aux Allemands. Ces femmes se rappelèrent qu'elles pouvaient voir de loin une lueur constante, provenant de la partie supérieure du camp, accompagnée par une odeur persistante qui ne ressemblait à rien de ce qu'elles avaient connu auparavant. L'un des gardes leur expliquait, sans trop de clarté, qu'il travaillait là sur un processus destiné à éliminer des corps sans laisser de traces.
Lorsque Treblinka commença à être démantelé après la révolte et les ordres d'effacer la preuve, beaucoup de ses gardiens furent transférés vers d'autres destinations. Un groupe fut envoyé vers la région de Trieste, où ils participèrent à des tâches de surveillance, des rafles et la garde de prison. Parmi eux voyagèrent Marchenko et Chalaïev. Plusieurs récits situent Marchenko vêtu d'un uniforme allemand durant cette étape finale, remplissant des fonctions dans des dépôts portuaires et participant à des actions contre des civils italiens. Après la retraite allemande, on croit qu'il s'enfuit avec un autre Ukrainien vers la Yougoslavie, où certains assurèrent l'avoir vu s'intégrer à des groupes partisans. Sa trace disparaît alors, enveloppée dans des rumeurs contradictoires sur un possible changement d'identité, une mort anonyme ou une fuite vers des régions où personne ne pourrait le reconnaître. La mémoire du camp, cependant, ne repose pas uniquement sur les bourreaux. Une partie de la reconstruction historique surgit également de ceux qui survécurent à Treblinka et purent identifier, avec plus de clarté que personne, les gardiens qui apparaissaient dans chaque scène. Des dizaines de témoignages décrivirent les voies, les pas, la manière de marcher ou de tenir une arme. Beaucoup de survivants reconnurent ensuite des individus concrets, se rappelant des phrases, des mouvements ou des gestes qui les marquèrent. Certains gardes ukrainiens, interrogés des années plus tard, tentèrent de minimiser leur rôle ou de nier leur présence, tandis que d'autres acceptèrent d'avoir participé, mais insistèrent sur le fait qu'ils agirent sous la menace, tentant de se situer à un échelon inférieur dans la chaîne de responsabilité. Malgré tout, les récits concordent sur le fait qu'une grande partie d'entre eux agit sans montrer de signes de conflit interne, s'adaptant à la violence systématique qui les entourait.